C'est mardi et nous sommes ravis de vous retrouver pour cette session de l'actualité. Au sommet de cette édition, le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale a procédé ce mardi au lancement du projet Agidom, un projet visant à optimiser les potentiels de développement des travailleurs migrants résidant en Côte d'Ivoire dans le secteur agricole et dans le secteur du travail domestique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, de l'appétit pour vous qui êtes à table. Merci de nous retrouver. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale a procédé ce mardi au lancement du projet Agidom et à l'ouverture des travaux de l'atelier de renforcement des capacités des auteurs sur la gouvernance de la migration des main-d'œuvre au Burkina Faso. Le projet en question est financé à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA par la coopération suisse. Un reportage de Odette Zouangena, Yannick Kabore. Déclare lancer officiellement le projet Agridom. Après la Côte d'Ivoire, voici lancé le projet Agridom au pays des hommes intègres, un projet visant à optimiser le potentiel de développement des travailleurs migrants dans les secteurs agricoles et du travail domestique. Ce projet Agridom qu'on vient de lancer avec Monsieur le ministre de la fonction publique et du travail et de la protection sociale vise justement à mieux protéger ces travailleurs migrants du Burkina qui vont vers la Côte d'Ivoire. Ils ont des droits, et notamment en Côte d'Ivoire, ils ont des droits. Ils ont un droit à la couverture maladie universelle, ils ont un droit à des conditions de travail décents. Et donc ce que l'on va faire à travers ce projet, c'est de pouvoir informer et former tous ces candidats à la migration vers la Côte d'Ivoire dans deux secteurs, le secteur agricole et le secteur des travailleurs domestiques. Comme ça, quand ils arriveront en Côte d'Ivoire, ils connaîtront leurs droits et ils pourront réclamer leurs droits et mieux se défendre face à ces conditions de travail qui ne sont pas acceptables. Outre le lancement du dit projet, le ministre Bassolman Bazier a présidé l'ouverture des travaux de l'atelier de renforcement des capacités des acteurs clés sur la gouvernance de la migration des main-d'œuvre au Burkina Faso. La mise en œuvre de ce projet permettra au Burkina Faso, d'une part, d'améliorer ses cadres politiques, réglementaires et institutionnels, sensibles au genre, toutes choses qui concourront à une bonne gouvernance de la migration de main-d'œuvre, gage du respect des principes et droits fondamentaux au travail, et d'autre part, de renforcer l'accompagnement des acteurs de l'économie informelle pour une meilleure inclusion des travailleurs, y compris les travailleurs migrants. Financé à plus d'1 milliard de francs CFA par la coopération suisse, les stratégies d'intervention du dit projet se distinguent par les améliorations immédiates des conditions de travail au quotidien, par une approche sensible au genre et une approche contribuant à la cohésion sociale et à la paix. La Suisse s'engage depuis plus de 10 ans dans le domaine de la migration de travail sûre au niveau mondial, régional et national. La création de conditions cadres favorables, de normes et l'amélioration de la gouvernance font partie de nos priorités. Nous encourageons la création d'emplois décents pour les travailleuses et travailleurs, y compris les migrants, le recrutement équitable, le développement des compétences. D'Agridom, il faut dire que c'est un projet régional couvrant 3 pays que sont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry. Les participants qui y seront outillés durant les 2 jours afin de mener à bien le dit projet sont issus du ministère, de l'agence responsable de développement et d'application des politiques migratoires, des organisations patronales, des organisations des travailleurs et travailleuses, des instituts nationaux, des instituts régionaux, des organisations de la société civile et bien sûr des partenaires techniques et financiers. Toujours dans l'actualité nationale, il se tient depuis ce matin à Ouagadougou un atelier pour donner les détails sur une étude déjà réalisée par la Direction générale de la protection sociale avec le concours de l'Organisation internationale du travail. Un atelier de 2 jours qui va valider l'étude monographique sur l'extension de la protection sociale aux travailleurs de l'économie informelle au Burkina Faso. Un reportage signé Abibalaï Bourema. L'économie informelle représentait en moyenne entre 2004 et 2012
49% du produit intérieur brut et occupe plus de 70% de la population active en milieu urbain. Le secteur informel demeure un secteur par excellence au Burkina Faso. Pour montrer davantage son importance, le gouvernement burkinabé a entrepris divers chantiers pour améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs de ce secteur. En témoigne un atelier de 2 jours qui a débuté ce mardi pour valider l'étude détaillée sur l'extension de la protection sociale aux acteurs de l'économie informelle. C'est de trouver des recommandations qui vont servir à notre pays de pouvoir aller sur les chantiers de l'extension de la protection sociale. Qui parle de protection sociale, voit les risques sociaux. Voilà, c'est de travailler à ce que quand les risques sociaux vont se produire, nous puissions couvrir les gens afin qu'ils ne supportent pas tout le poids de ces risques-là sur les finances. En effet, le Bureau international du travail avait réalisé une étude qui a permis d'apprécier les actes sur lesquels la Direction générale de la protection sociale peut s'appuyer pour l'extension de la protection sociale aux acteurs de l'économie informelle. Alors, une étude a été menée, les recommandations ont été identifiées. C'est aux acteurs d'apprécier, voir est-ce qu'avec l'état actuel d'évolution de notre pays, ces recommandations sont-elles possibles d'être mises en œuvre et celles qui sont en adéquation avec notre développement vont être retenues pour que nous puissions dans un futur très proche travailler à leur effectivité sur le terrain. Cet atelier qui se veut un cadre d'échange sur le rapport provisoire de l'étude monographique sur la protection sociale aux travailleurs de l'économie informelle est également une tribune pour les participants de faire des amendements afin de disposer d'un référentiel adéquat pour l'extension de la protection sociale validée. Et dans cette édition, nous parlons visite suite à l'incendie du 13 mars dernier. L'ASC de l'Église des Assemblées de Dieu de Dassassogo est passé rendre une visite à CVK LVD. Suivons ensemble. Nous avons trouvé juste, comme c'est notre maison commune, de venir aussi apporter notre petite contribution. Et par l'accord de notre pasteur principal, le pasteur Saba, en tout cas nous sommes là au nom de toutes les servantes de Christ de l'église de Dassassogo et au nom du pasteur Salam Saba, nous sommes venus pour remettre notre petite contribution afin de réhabiliter cette maison qui est la nôtre. Parce que c'est une maison en tout cas qui nous aide, ça édifie, c'est un maillon d'évangélisation en tout cas. Et nous avons le devoir en tant que membres de cette maison-là de mettre notre main en tout cas dans la reconstruction de ce bâtiment-là. C'est pour cela que nous sommes là. C'est lancer un appel à toutes nos sœurs et nos frères, en tout cas toutes les bonnes volontés qui peuvent le faire. En tout cas, c'est l'œuvre de Dieu. Si nous le faisons, c'est Dieu qui va nous le rendre au centuple. Comme on le dit en Moré, c'est notre maison. En tout cas, quel que soit le lieu que tu es, en tout cas, de par la musique, les enseignements, les messages, en tout cas, ça édifie. Ça édifie. Ça nous édifie au bureau, au marché, en tout cas, partout que nous sommes. En tout cas, c'est un canal par lequel on retrouve du réconfort. J'ai été mandaté par le premier responsable, le docteur Philmon Salam Saba, pour accompagner l'ASC ce matin dans vos locaux. Et cela dans le but de témoigner notre soutien à CVK et prier que Dieu puisse vraiment bénir ces chaînes, que Dieu puisse faire en sorte que ce qui a été détruit puisse être réhabilité, que des moyens conséquents puissent être mobilisés pour que le nom de Dieu soit toujours glorifié, que l'évangile rayonne toujours plus, davantage pour la gloire du Seigneur. C'est une épreuve et la parole de Dieu nous dit qu'aucune épreuve ne vous est survenue qui n'a été humaine. Ça veut dire que tout ce qui a frappé CVK a frappé d'autres structures. Mais dans ces épreuves-là, Dieu ouvre toujours des portes. Et c'est notre prière que des portes s'ouvrent pour que CVK soit encore réhabilité, afin que l'évangile continue de rayonner pour la gloire du Seigneur.
Et nous allons en Afrique du Sud pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous. L'interdiction des trophées de chasse menace la taxidermie sud-africaine alors que cette chasse aux trophées rapporte plus de 340 millions de dollars par an à l'économie sud-africaine, soutenant ainsi quelques 17 000 emplois selon une étude en 2018. En Afrique du Sud, l'atelier de tannage et de taxidermie de Peter Swart, comme tous les autres ateliers du pays, est désormais menacé par une loi britannique parrainée par des défenseurs des animaux. Le projet de loi qui interdit l'importation des trophées de chasse pourrait ouvrir la voie à un déluge de législation similaire. Le commerce légal d'espèces sauvages a été stigmatisé. Il y a une ombre sur nous. Tout ce que nous faisons est illégal et que nous tuons tous les animaux. C'est tellement loin de la vérité. Pourquoi vais-je tuer mon propre marché ? Les partisans de ce métier soutiennent que l'abattage d'un petit nombre d'animaux sélectionnés et généralement âgés génère des revenus pour des efforts de lutte contre le braconnage et soutient les communautés locales. S'ils interdisent ce travail, ça va me coûter cher parce que je ne vais pas réussir à nourrir ma famille. Parce que pour moi et tous ceux qui travaillent ici, nous les travailleurs, nous arrivons à survivre grâce à ce travail. La chasse aux trophées où les chasseurs payent des milliers de dollars pour avoir le droit de tuer généralement du gros gibier comme les éléphants et les lions a longtemps été controversée. Chasser un animal uniquement pour le montrer sur votre mur, je pense que c'est un peu discutable et contraire à l'éthique. La nouvelle loi britannique qui vise à aider à protéger les animaux en voie de disparition a été approuvée par les législateurs britanniques en mars. L'interdiction au Royaume-Uni va être l'une des interdictions les plus importantes et les plus complètes au monde. Elle couvre des milliers et des milliers d'animaux et je pense que cela peut être très bien et servir d'exemple au reste du monde occidental et ailleurs. À tous les endroits où les importations de trophées de chasse sont toujours autorisées. Je pense que le Royaume-Uni peut montrer l'exemple ici. La chasse aux trophées rapporte plus de 340 millions de dollars par an à l'économie sud-africaine, soutenant quelques 17 000 emplois, selon une étude de 2018. Et nous abordons un autre sujet dans cette édition. Nous parlons de coopération. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré ce mardi à Jérusalem le président kenyan William Ruto pour un déjeuner de travail au cours duquel les deux dirigeants ont convenu de renforcer donc la coopération entre leurs deux pays. Programme de cette visite de 2 jours, tout d'abord, une rencontre avec le Premier ministre israélien à Jérusalem. William Ruto et Benjamin Netanyahou ont déclaré vouloir renforcer la coopération économique et diplomatique entre leurs pays dans plusieurs domaines, notamment la technologie ou encore la cyberdéfense. Israël forme déjà les forces de sécurité kenyanes sur la lutte contre le terrorisme et la cybersécurité. Benjamin Netanyahou a indiqué que le Kenya pourrait servir de porte d'entrée pour le commerce et la coopération internationale avec le reste de l'Afrique. Les relations entre le Kenya et Israël ont évolué en un partenariat complexe et transformationnel. Pourtant, les volumes d'échanges entre les deux pays restent extrêmement faibles. Nous saisirons toutes les occasions de supprimer les obstacles à la circulation, ancrés dans un cadre solide et d'exploiter notre énorme potentiel en matière de commerce et d'investissement. Des déclarations d'intention conjointes ont été signées dans les domaines du tourisme et de la protection de l'environnement. Afin de promouvoir les investissements vers son pays, le président kényan a également rencontré des chefs d'entreprise israéliens et souhaite le rétablissement d'une liaison aérienne directe entre les deux pays. Autre thème très important pour le Kenya, l'eau et l'agriculture. Le Kenya fait face à une forte sécheresse et se dit très intéressé par les méthodes d'irrigation et de production en région aride développées par Israël. Pour marquer son engagement contre le réchauffement climatique aux côtés d'Israël, il a planté un arbre à Jérusalem. Au cours de son déplacement dans la capitale israélienne, le président kényan s'est également rendu au mur occidental, mais aussi au mémorial de Yad Vashem avec son épouse. Il a aussi déposé une gerbe sur la tombe de Théodore Herzl. Les relations entre les deux pays ne sont pas nouvelles. Israël a ouvert son ambassade au Kenya dès l'indépendance du pays en 1963. Nairobi a un ambassadeur à Tel Aviv depuis 1994. Benjamin Netanyahou s'était déjà rendu au Kenya en 2017 pour rencontrer le président de l'époque, Uhuru Kenyatta.
Encore coopération, avant de terminer cette édition, l'Iran et la Russie sont en train d'amplifier leur coopération militaire sans précédent, selon le porte-parole de la Maison-Blanche, citant en particulier la volonté de Moscou d'acquérir des drones iranais plus sophistiqués afin de mieux combattre. L'Iran et la Russie intensifient leur coopération militaire. L'avertissement vient directement des États-Unis. Selon le porte-parole du Conseil de sécurité nationale John Kirby, Moscou aurait reçu plus de 400 drones de Téhéran depuis le mois d'août. La Russie aurait par ailleurs reçu plusieurs cargos contenant plus de 300 000 obus et 1 million de munitions au cours des 6 derniers mois. De l'autre côté, Téhéran a annoncé le mois dernier avoir acheté des avions de chasse Sukhoi 35 à la Russie et selon Washington, l'Iran chercherait par ailleurs à recevoir de Moscou des équipements militaires d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Ce rapprochement inquiète la Maison-Blanche, qui affirme que cette coopération militaire est un danger pour l'Ukraine, mais aussi pour les voisins de l'Iran. La raison pour laquelle nous avons été et sommes si publiquement préoccupés par l'intensification de la coopération entre la Fédération de Russie et le régime iranien est qu'il s'agit d'une situation extrêmement inquiétante. Elle est dangereuse, c'est une menace pour les pays de ces régions, c'est une menace pour la communauté internationale. Il s'agit d'une coopération en matière de sécurité entre l'Iran et la Russie, d'une part, et entre la Russie et l'Iran, d'autre part. Il s'agit d'un partenariat de défense à grande échelle qui nuit à l'Ukraine et à d'autres pays de la région. Depuis son isolement de la communauté internationale suite à l'invasion de l'Ukraine, Moscou a dû se tourner vers de nouveaux partenaires. L'Iran donc, mais aussi la Corée du Nord, à qui le Kremlin aurait également demandé un transfert d'artillerie. Et voilà qui met fin à cette édition. Mais rappelons que le ministre d'État, le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale a procédé ce mardi au lancement du projet Agidom, un projet visant à optimiser les potentiels de développement des travailleurs migrants résidant en Côte d'Ivoire dans le secteur agricole et du travail domestique, un élément que vous avez pu suivre en début d'édition avec nos reporters Odette Zongena et Yannick Kaboré. Fin de cette édition, vous nous avez reçus donc depuis la Côte d'Ivoire. Demeurez bénis en Christ Jésus. Xavier Wedraogo a réalisé cette édition.